toutes et à tous. Merci beaucoup à la JARD de m'avoir invité. Avant de commencer, je voulais témoigner tout mon respect aux équipes du service de santé des armées qui font un travail absolument incroyable et qui sont une source d'inspiration, je pense, pour nous, à méditer de façon particulièrement prolongée. Pour ce qui est des questions et des réponses qu'on pourrait éventuellement vous apporter, on groupera en fait les trois présentations afin que vous puissiez les adresser à la fin. Alors je remercie le conseil d'organisation du WIAR de m'avoir adressé, je dirais peut-être une partie plus civile de cette problématique du changement d'intensité. Alors je ne vais pas aborder celle qui concerne les conflits, mais le changement d'intensité des crises et les conséquences qu'on peut éventuellement nous tirer, nous qui sommes des professionnels de l'anesthésie et réanimation, soit jeunes comme vous, soit un peu moins jeunes comme moi et avec un tout petit peu plus de recul peut-être. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Comme vous le savez, je suis également président du Collège national des enseignants. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, peut-être que pour vous, en tout cas pour moi, l'actualité nous impose de modifier un petit peu notre point de vue et laisse peut-être entrevoir la perte de certaines illusions très profondément ancrées dans notre esprit d'occidentaux. Et parmi celles-ci, la première peut-être, c'est celle du caractère inépuisable des ressources de la Terre. On a, quelle que soit un petit peu finalement notre religion ou notre absence de religion, on est un petit peu imbibé d'une culture judéo-chrétienne dans laquelle finalement, vous vous souvenez, au moment où Dieu a chassé Adam et Ève du paradis, il leur a dit « Croissez, soyez féconds, multipliez-vous » et vous aurez emprise sur les différents éléments de la terre. C'est exactement la même chose qui s'est passée lorsque Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'ils seraient finalement les seigneurs de la terre et qu'ils en administreraient les différents fruits. Et ça, eh bien, c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai et on le voit, peut-être que vous avez lu cette publication récente du Lancet, que ça concerne finalement les énergies fossiles, que ça concerne notre positionnement vis-à-vis du réchauffement climatique, eh bien, la Terre nous a beaucoup enduré et elle commence à nous faire savoir que ça va sans doute pas continuer comme ça encore très longtemps. Et donc, le caractère inépuisable des ressources et le fait d'avoir une Terre féconde qui nous berce en fait d'un doux confort, là aussi probablement qu'il va falloir que les choses changent. La deuxième illusion sur laquelle il faut qu'on se penche, c'est celle du caractère indéfini et permanent du progrès. Là encore, c'est assez profondément ancré dans notre culture, et même si on n'en a pas conscience de façon explicite, depuis les Lumières, et notamment c'est un petit peu l'héritage du marquis de Condorcet, eh bien on pense que finalement le génie humain, l'esprit humain n'a pas de limite, et que perpétuellement, en fait, on va améliorer notre connaissance des choses, de la nature, notre façon de nous y adapter, et que le progrès va être une source d'amélioration permanente. Et aussi longtemps que la planète existera, eh bien, les humains vont continuer à progresser. Et il n'y aura rien qui puisse empêcher la perfectibilité de l'être humain. Alors là aussi, c'est une illusion sur laquelle il faut qu'on revienne. Et même si on nous promet, grâce aux nouvelles technologies, un humain augmenté, eh bien là encore, je pense qu'il y a certaines limites qu'on commence à atteindre et sur lesquelles il faut qu'on s'interroge toutes et tous. Troisième limite et troisième illusion perdue, c'est celle de la paix durable, et notamment pour nos pays occidentaux et plus précisément encore pour nos pays européens. Pendant très longtemps, et le professeur Maud en a parlé, on a été bercé de l'illusion que finalement nos rapports aux autres et nos rapports aux autres pays, aux autres contrées, seraient un petit peu vus à l'aune des échanges commerciaux, internationaux qu'on peut avoir, et que l'essentielle compétition qu'on pouvait avoir avec les autres pays serait essentiellement une compétition commerciale, et donc sans retombées mortelles pour la plupart d'entre nous. Le conflit ukrainien
l'avènement de certaines nations assez pauvres sur le plan économique, sur le plan technologique, et je pense par exemple à la Corée du Nord, mais particulièrement impliquées sur un développement militaire qui va leur permettre d'asseoir leur pouvoir politique, eh bien, nous prouve que ces choses-là ont changé. Et ce qu'on sait également, c'est que l'esprit papillon s'applique non seulement pour les phénomènes climatiques, mais également pour les phénomènes stratégiques, et notamment dans les relations internationales. Ainsi, un essai nucléaire qui est fait par la Corée du Nord, même si ça se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de la France, va avoir des répercussions, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient stratégiques, qu'on ne peut pas ignorer, et même si on les ignore, on va quand même en subir les conséquences. Alors, finalement, et peut-être que c'est l'illusion la plus importante, c'est celle de vivre finalement dans un pays avec un système politique fiable, stable, garant des libertés et d'une croissance continue. Alors j'ai fait un petit peu mon introspection et je me suis dit finalement, peut-être que ma génération, alors je ne sais plus si on est la R ou la S, enfin ça m'a un petit peu échappé tout ça, mais en tout cas, sans doute que notre génération, on est un petit peu la frontière entre la génération des baby-boomers qui ont tout connu, et c'est un petit peu ce qui est représenté ici. Peut-être que vous avez vu ce film de Bertolucci, en fait, qui s'appelle « Les Innocents » dans son acception française, et le titre américain est encore plus éclairant puisqu'il s'appelle « The Dreamers », les rêveurs. Effectivement, c'est ça. On est à la veille de mai 1968. Ils sont trois jeunes gens, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont cultivés. Ils traversent le palais du Louvre en courant, ils ont une vie sentimentale et sexuelle particulièrement épanouie. Ils discutent des caractéristiques et je dirais de la dextérité d'Eric Clapton et de Jimi Hendrix. En fait, voilà, ils sont vraiment au l'air de l'insouciance, ils peuvent laisser s'épanouir leurs aspirations culturelles, sentimentales, et tout ça dans un climat particulièrement satisfaisant. Alors notre génération à nous, on a un peu moins connu ça, c'est vrai, même si on n'a pas eu l'impression d'avoir une jeunesse particulièrement difficile. Et il est probable que la fin de ma génération, et certainement la vôtre, va connaître des choses un petit peu différentes, dans un contexte géopolitique, social, économique, sanitaire, changeant de façon particulièrement rapide. Et puis, là encore, c'est une introspection qu'on peut avoir, nous, Européens, et Éric Maudre l'a dit, on a conçu notre système de pensée, notre système de rapport aux autres nations, comme finalement une contractualité économique. Ma balance commerciale, mes échanges, mon industrie, etc. Et finalement, la question qu'on peut se poser, et même si le discours à l'époque était particulièrement polémique, sommes-nous, l'Europe, la France, de manière générale, devenue une espèce de grosse Suisse molle, ou en tout cas une cible molle, avec une capacité de réaction limitée, une capacité d'intimidation limitée, et finalement une crédibilité, pour ce qui concerne les enjeux géopolitiques, assez amenuisée, émoussée, on n'est plus tellement piquant, on n'est plus tellement coupant. Et là encore, il faut se poser la question, dans ce monde qui change, eh bien peut-être qu'il faut à nouveau montrer un petit peu les muscles, peut-être qu'il faut à nouveau réinvestir dans des choses qu'on avait oubliées avec la fin de la guerre froide, et sans doute que le monde des bisounours n'est pas encore pour demain. Alors, pour autant, tout n'est pas si noir, tout n'est pas si défavorable, et cette introspection, cette prise de conscience, elle n'est probablement pas inutile, et sans doute qu'on peut la positiver, qu'on peut en tirer parti. Alors vous le savez, notre président a récemment évoqué la fin de la souciance, alors qu'on peut décliner de différentes façons, et je pense qu'il faut trouver sans doute un juste équilibre entre l'injonction qui nous est faite de vivre nos rêves et celle du grand cataclysme pour demain. Notamment parce que, pour ce qui concerne la sobriété par exemple, eh bien, cette nouvelle contrainte, qu'elle soit économique, qu'elle soit écologique, peuvent nous amener à accélérer notre prise de conscience et la façon qu'on a de vivre au quotidien. Pour ce qui concerne notre énergie, notre alimentation, nos modes de développement et nos modes de vie. Peut-être que finalement, il faut saisir là l'opportunité, même s'il est peut-être un peu tard, de rattraper tout ce retard que nous-mêmes et les générations précédentes ont vu.
Peut-être aussi, et là on rejoint peut-être un petit peu plus le contexte professionnel de l'anesthésie-réanimation, qu'il faut qu'on soit plus attentif et plus sensible aux signaux faibles. Alors, sans être paranoïaque, mais être un petit peu plus attentif aux choses qui se passent et en ayant conscience que l'effet papillon s'opère un petit peu dans tous les domaines. Peut-être que vous avez déjà vu cet excellent reportage d'Arte qui retrace en fait rétrospectivement les 100 premiers jours du Covid et toutes les occasions perdues qu'on aurait pu mettre à profit si on avait été justement un petit peu plus sensible aux signaux faibles et si on les avait implémentés. Vous avez à gauche en fait la date à laquelle la transmission interhumaine a été prouvée par un médecin allemand et la date à partir de laquelle l'OMS en a pris conscience et l'a implémenté dans son protocole. Et il s'est passé un mois. Un mois, ça ne paraît pas grand-chose à l'échelle de l'humanité, mais lors d'une pandémie virale, ça a des effets dévastateurs. Donc sans doute qu'individuellement et collectivement, qu'on soit un petit peu moins dans un monde ouaté où finalement rien ne peut nous arriver parce que de toute façon, on est les plus forts, on est les meilleurs et ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre que de toute façon, il ne peut rien nous arriver. Ça, je pense que c'est un peu la fin. Moi, j'ai été éduqué un petit peu comme ça et j'ai continué à vivre comme ça longtemps. Et personnellement, j'ai été assez mauvais dans cette réaction aux signaux faibles. Et là, je pense qu'il faut qu'on change un petit peu notre mode de pensée et notre façon de voir le monde. Et puis, et là, je pense qu'il faut se faire un petit peu violence, les nouvelles technologies et l'instantanéité de l'information et de la manière avec laquelle on nous répond ne nous enjoint pas tellement à réinvestir le temps long. Or, pourtant, et même si vous êtes très jeune, je pense qu'il faut déjà se projeter dans le temps long et envisager la durabilité, qu'elle soit écologique, bien sûr, qu'elle soit économique et sociale, qu'on sorte un petit peu de cette dictature technologique, et Eric Maudre en a parlé. C'est super, les iPhones, etc., c'est absolument génial, les réseaux sociaux, c'est excellent, mais n'oublions pas de garder aussi un petit peu de temps de cerveau disponible et dans la relation qu'on peut avoir directement avec les autres. Et notamment, se poser la question d'une réponse qui serait immédiate, mais pas toujours réfléchie et pas toujours concertée, et dont les conséquences dépassent parfois finalement ce qu'on en avait souhaité initialement. Et si on a un projet, si on a une vision, je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien, notamment si elle a été réfléchie, mais après, il est aussi important de s'y tenir, de la partager, d'en fêter les succès et aussi d'analyser les échecs. Et tout ça, le temps long, on a un petit peu perdu cette notion-là. Alors on le voit, tout ça n'est pas très très optimiste, et même si la prise de conscience peut être l'occasion d'un certain, changement, d'une certaine modification des comportements, pour ce qui me concerne, je suis resté quand même un éternel optimiste, et je conserve ma foi dans la femme, dans l'homme, et puis de manière générale dans l'humanité. En effet, même si c'est une autre époque, et même s'il y a d'autres crises, là encore, les opportunités sont nombreuses, déjà de se rendre compte qu'on ne fait qu'avec la nature, et que si la planète est en train un petit peu de se réensauvager, comme on a tendance à le dire, il faut considérer qu'on en fait partie, et qu'en fait, on ne maîtrise pas un certain nombre de choses, et qu'il faut se considérer comme faisant partie d'un tout. Et là, on rejoint peut-être un peu plus une sensibilité orientale et une culture un petit peu moins judéo-chrétienne et occidentale. On ne peut pas se dissocier de la nature. Les Lumières ont érigé finalement l'écologie en tant que science, ça c'est super. À nous maintenant de se l'approprier, de la vulgariser au quotidien et faire en sorte que nos comportements soient directement impactés par ça. Alors peut-être avez-vous lu cet ouvrage de Jeremy Rifkin, je vous invite vraiment à le faire, en sachant que Jeremy Rifkin, en fait, il est conseiller auprès du Congrès américain, il est également conseiller auprès de l'Union européenne, et c'est un économiste. Ce n'est pas un économiste de la santé, c'est un économiste, il est à la tête de plusieurs think tanks, et lui, il a une approche assez globale de l'évolution actuelle, et ce qu'il propose finalement, c'est un nouveau narratif. Donc, finalement, qu'on sorte un petit peu du modèle économique qu'on a connu, dans lequel finalement l'efficience nous a obligés à surexploiter les ressources de la planète, et donc sans doute qu'il faut qu'on modifie un petit peu le logiciel et qu'on passe un petit peu à l'ère de l'adaptation. Sortir aussi sans doute de l'idéal de la croissance à tout prix, alors pas forcément la décroissance, ce n'est pas ce qu'il prône, mais en tout cas de l'épanouissement, et pas seulement un épanouissement personnel,
individuel, mais un épanouissement peut-être plus collectif et participatif. Sortir de l'illusion du capital financier pour réinvestir le capital écologique, ne plus tellement parler de productivité, mais de régénération, ne plus parler de produit intérieur brut, mais de qualité de la vie, sortir de l'hyperconsommation, sortir de ces systèmes-là et de l'obsolescence programmée pour aller vers un recyclage qu'on espère de plus en plus généralisé. Et puis, j'appuie sur le mauvais bouton. Je vous le disais, l'anticipation, ça fait aussi un petit peu partie de notre ADN, de notre façon de penser, d'anesthésiste réanimateur. Dans l'hôpital, on est déjà un petit peu les couteaux suisses, et puis lorsque ça tangue, lorsqu'il y a du remous, on est un petit peu les moules qui restent accrochés au rocher, alors que tous les crabes ont été balayés par les lames de fond. Et l'anticipation, on a toujours appris ça, vous l'apprenez depuis que vous êtes tout petit, et nous, on a toujours été bercés avec ça. Donc je pense que notre culture nous pousse à ça, à la résilience, à l'anticipation, à la préparation, et c'est un effort qui nous est demandé qui n'est pas tellement important. Il est peut-être moins important pour les jeunes anesthésistes réanimateurs que vous êtes que pour les autres spécialités. Donc vous pouvez mettre à profit tout ça pour finalement l'utiliser dans votre vie de tous les jours et également un petit peu en dehors de votre vie professionnelle. Pour autant, est-ce que, personnellement, puisque c'est la question qui m'était posée, est-ce que je garde foi en l'avenir ? Et puis la question qui est posée, c'est que vont devenir nos enfants après nous ? Alors je ne sais pas ce qu'ils feront, hein. Les miens, ils ne sont pas tellement plus jeunes que vous finalement, hein. Ils sont presque aussi de la génération Z. Et à l'époque du Covid, en fait, il y a un journaliste qui était venu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et donc qui avait suivi un certain nombre de personnes, dont moi, et donc il était venu aussi à la maison. Et à l'époque, il avait pris cette photo de mes gamines et que je trouve finalement assez représentative, c'est-à-dire que vous me voyez moi avec mon nez qui fait un petit peu gouvernail, et puis mes trois gamines en fait qui regardent vers l'avenir. Et alors c'est une photo que j'avais pas du tout anticipée et absolument pas forcément voulu qu'il diffuse, mais bon c'est comme ça. Et ben finalement c'est un petit peu la façon dont je vois les choses. Et je me dis que vous êtes sans doute la bonne génération, et c'est maintenant un peu à vous de prendre le relais, même si nous, on n'a pas fait grand-chose, hein, si notre génération a été un peu celle de la prise de conscience. Néanmoins, je pense qu'on est avec vous, on est derrière vous, et votre génération Z, vous avez plein de qualités. Elles sont résumées ici pour la plupart. Vous êtes particulièrement rapide, vous avez une utilisation parfaite de tous les moyens technologiques, vous êtes très inclusif, vous êtes très sociaux, vous êtes moins soumis à la dictature, je dirais, des biens de consommation et du confort permanent. Donc je pense que toutes ces qualités, vous pouvez les mettre à profit. Il y a peut-être juste un défaut sur lequel il faut que vous travaillez, mais ça, c'est un petit peu à nous, les plus anciens, de vous y conduire, c'est l'impatience. Mais en même temps, à votre âge, l'impatience, c'est plutôt bien. Donc je vous souhaite de pouvoir mettre à profit ces éléments de cette réflexion qui, pour l'instant, est uniquement personnelle, mais que j'espère partager. Je vous souhaite une très bonne fin de congrès.